téléspectateurs de Télé Lumière, bienvenue à cette nouvelle émission. Non, moi, c'est Daniel Labranche. Moi, espérer que nous tous est passé un bel 4 juillet, côté nous fait koukaout, nous chita avec amis, famille, nous mangeons hamburger, hot dog, ribs, parler politique, temps de musique, son moment pour nous détendre nous, parce que via de ça, et c'est pas seulement travail dur ou bien étudier dur, mais gagner le tout, faut une petite détente, faut une balance dans la vie. C'est très bien. Moi-même, toujours respecter le peuple américain pour une raison. Ces gens, ils auraient mes pays. Ces gens que ils ont célébré l'indépendance. Les gens, ils auraient mes têtes comme une nation. Les gens, ils sont solidaires avec les problèmes dans le pays. Donc, ça montre que ils sont un pays qui est supposé arriver loin parce que ils ont une bonne attitude envers le pays, envers les compatriotes, même si on a toujours joué un petit problème entre deux êtres humains parce que nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas qu'à espérer pour l'autre la parfait tout, mais on a toujours joué un terrain d'entente. Là, on a comparé nous-mêmes, m'a parlé d'attitude, je pas comparer États-Unis avec Haïti, m'a parlé d'attitude américaine, nationalisme américain, il y a la Cali, comparativement à nous-mêmes, haïtiens. Il y a des gens qui disent, ah, je vais faire américain cadeau pays ça. Ah! Donc, peu importe, je respecte l'opinion. Tout le monde a le droit pour avoir une opinion. Est-ce que nous-mêmes haïtiens, nous patriotes vraiment? Est-ce que nous-mêmes haïtiens, nous sommes nationalistes, côté nous voulons faire respecter le pays nous. Je regarde un premier ministre qui a baillé un président américain la main, c'est tête baissée le était devant, tant que son colon qui campait en face d'un esclave. Au point de vue diplomatique, ça a un paquet de significations. Lors un premier ministre au pays vient camper devant le président américain, tête baissée pour le bal en main, il n'a pas qu'à garder l'enjeu, eh bien, ça veut dire un paquet de bagailles, oui. Son soumission totale, oui. Son complexe d'infériorité, oui. Un premier ministre qui représente un pays, qui a un président ou l'autre pays en main, c'est tête baissée devant. Alors, on veut dire que ça, n'accepter toujours comme premier ministre dans le pays, nous. Son honte, oui. Bien que Haïti, ça nous réaliser, c'est que nous tellement vivons un complexe d'infériorité là nous pas qu'à prendre décision pour tête nous, c'est blanc pour prendre décision pour nous. C'est blanc qui pour juger moun pour nous. C'est blanc qui pour dire nous ça qui est bon pour nous. Nous avons tendance pour nous rejeter tout ça qui pas nous, tout ça qui est dans la matrice nous rejeter pour nous épouser ça blanc dit nous qui est bon pour nous. Est-ce que nous venons tourner un peuple de zombies? Est-ce que nous zombifier? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un premier ministre a baillé, un chef d'État dans l'autre pays la main, il baisse tête, il est un esclave qui n'a pas qu'à garder patron, colon, l'enjeu. Mais c'est une honte. N'est-ce que ça a mérité pour le pas premier ministre dans le pays encore? Ça, et ça seulement, le comportement, monsieur, reflétait mentalité de tout le gouvernement. Sous. Un bon monde qui n'a pas de personnalité. Un bon monde qui défend corps, qui défend l'argent, qui ne pas défend le pays. Si on veut vendre le pays, pour faire combien vendre le pays?
ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des patriotes. Eh bien, celles ça a créé dans le pays, a divisé le pays avec des violences tout partout, gang à droite, gang à gauche. Gen zone dans le pays, et cartouche à tirer, moun pas ka fonctionner, moun pas ka circuler. Alors que, on voulait dire que la police pas de connivence avec bandits, qui fait jusqu'à présent, problème ça pas qu'à résoudre. Et qui gros bonnet dans le gouvernement qui travaille avec bandits tout, ou bien bandits qui connaissent au service, qui cause, yo pas qu'à arrêter yo, mettre yo en prison, il a arrêté 2-3 pour jeter la poudre aux yeux. Mais au fond, gomba qui pas normal. Pour bandits, fait ça ouvrir dans le pays. Et puis, yon nan bay, moi vin ouais tout, c'est que nous avons tendance pour nous rejeter tout ça qui est natif, natal, nous. Tout ça qui est pour nous. Et Jean-Pierre Ismas t'a dit ça assez longtemps. Il dit, nous n'aurons la chance d'être nous-mêmes que si nous ne répudions aucune part de l'héritage ancestral. Et c'est tout à fait le contraire nous fait, nous répudier. Nous répudier l'héritage ancestral, nous. Et puis, peuple là, pour diable, toutes les jovenalités là, ils ont manipulé le peuple là, ils ont fait le peuple là prendre la rue, ils ont bail 2-3 messieurs qui cob et puis la gonti monnaie dans le peuple là prend la rue, il a manifesté madel pour qui ça l'a manifesté, il va connaître. Est-ce qu'il comprend un jeu politique, il va connaître. Ils ont juste un petit cob pour le manger, il sauver manger pour jour, ou bien pour 2-3 jours. C'est ça qui est important pour lui, c'est primum vivere. L'elle ouais madame nan kay, ti moun nan kay, yo pas qu'à manger. Donc yo vinn offrir un petit cop pour aller camper dans la rue pour le faire tapage. Li prennent pour sauver grand goût pour 2-3 jours. Et tant que madame de Séville était dit, pour pratiquer la vertu, il nous faut un minimum de bien-être. Les gens dans la misère, les gens dans le grand goût, et bien, grand pile bagay moun obligé fait pour ne pas mourir à famine et avec grand goût, avec la faim. Donc, c'est ça que fait, quel que soit important qu'a fait Haïti, nous supposer besoins fondamentaux peuple là, nous supposer satisfait. Je ne pas dire pour vivre en luxe, mais yo ka font dégager, yo ka manger, yo ka voir petit à l'école, yo ka respirer. Eh bien, Jacques Roumain, dans son livre Gouverneur de la Rosée, monsieur plus fort haïtien le livre ça, il était dit comme ça, nous autres le peuple, nous sommes comme la chaudière qui cuit tout le manger. C'est elle qui connaît la douleur d'être sur le feu. Mais quand le manger est prêt, on dit à la chaudière, tu ne peux pas venir à table, tu salirais la nappe. Ça veut dire, utiliser le peuple là, les baillots réglés, monsieur Chita, sous table, il a mangé, il a volé, le peuple a été dans la même situation s'il n'a pas venu plus mal. Eh bien, le peuple a supposé, le peuple a une force, il faut que le peuple a comprendre, l'avenir pays a dépendre de lui. Donc, parfois, on peut faire toute expérience, ça, il supposé parfois faire rébellion, révolter contre ça qu'a fait là. Et tant coup, encore pour retourner à
Jacques Roumain. Jacques Roumain dit nous, l'expérience est le bâton des aveugles. Ce qui compte, c'est la rébellion et la connaissance que l'homme est le boulanger de la vie. Autrement, si le peuple a révolté, livre les changements faits en Haïti, changement a fait. Oui, nous avons commencé à parler de 4 juillet, mais là, m'a parlé de 4 juillet, même si que nous sommes citoyens américains par naturalisation, mais comme dans comme nous toujours été haïtien. Donc, le m'a regarde pays, m'a pensé à pays, me dit ben pour qui ça que pays en Haïti ça va de mal en pis. Pour qui ça va de mal en pis. Moi j'ai des hommes en Haïti qui sont réfractaires à tout progrès, à toute évolution, à tout changement parce que faut insécurité, instabilité arrêtée, c'est dans comme ça yo fait comme. C'est dans comme ça tout et international la vraie bagaille pour qu'à contrôler le pays à bien pendant que le peuple a souffri. Eh bien, nous avons établi un régime de terreur. C'est la terreur qui existe en Haïti parce que là, prend gang tout partout, cap tirer sur moun, cap kidnapper moun, peuple là est vraiment pas qu'à focaliser gens pour ta focaliser sur situation pays parce que c'est Paul, c'est ville là chercher sauver. Donc on demande est-ce que tout terreur, kidnapping viol et assassinat c'est pas un instrument politique lié? Est-ce que c'est pas des actes politiques liés pour mettre le pays à une psychose de peur pour pas révolter, pour pas rébeller? Haïti a besoin de révolution, qu'on le veuille ou non. Faut pas changer. Faut un changement radical de système. Il faut qu'il y ait une révolution en Haïti. Parce que mal là, tellement dans racine pays, il faut un déchoucage qui fait, il faut un remis-ménage qui fait, il faut un nettoyage qui fait pour que le pays soit capable d'avancer. Et bien, terreur, ça, c'est pour ça qu'il a arrêté net aller. Parce que la terreur n'est pas un système. Et rien au monde ne peut résister avec quelque succès aux passions humaines. S'il n'est assis sur un ensemble d'idées assez fortement réfléchies pour mériter le nom de système. Frédéric Massonin. Donc, terreur, il faut le finir, il faut le peuple avoir clair pour dire si le gouvernement accepte terreur, violence, vol, kidnapping, est-ce que c'est pour un avantage pour le gouvernement? Est-ce que le gouvernement n'a pas de connivence avec bandits qui fait qu'il pas jamais qu'à mettre fin à ça? Est-ce qu'il a fait perdurer pour le peuple là, vivre une psychose de peur pour ne pas réagir? Eh bien, nous pensons que Haïti besoin, nous connaissons, nous pas lancer des gros mots, à dire révolution, à dire ceci, à dire cela, mais regardez le pays à bien. Ou pensez changer le gouvernement, faire élection, c'est ça qui va changer, le pays a fonctionné. Eh bien, Sékou Touré, là où le écrit dit comme ça que la révolution et son emprise sur le monde n'est pas une affaire de troc, de mercantilisme déguisé. Son raffermissement n'est pas du domaine de l'économie marchande, mais de l'économie politique. Car on n'achète ni ne vend l'idéal
révolutionnaire. On se sacrifie pour lui pour le faire triompher. La révolution est qualité en elle-même. Le plus petit pays vaut le plus grand. Donc, mes amis, comme moi dit ça plusieurs fois, et dans le commencement choix, on parlait d'une question d'attitude. Lorsque des pays pauvres, ça a une attitude. Attitude qu'ils gagnent, c'est détruit. C'est railler au monde du fait qu'on fait progrès. Et comme l'a si bien dit Dantes Bellegarde, la haine n'a jamais rien créé. C'est la haine, moun là, ils font un petit business, bah, ils marché, nous railler, nous méritons mourir. On voit parce que nous trouvons la fait progrès. Moun là dans la communauté l'a fonctionné, l'en pas joindre rien pour nous dire parce qu'il a intégrité, il pas voler, il pas faire magouille, il respecter tête lui, kounya ça nous fait. Nous pirater contre lui. Nous chercher et prendre photo sur page lui, faire Photoshop, faire trucage pour nous sale réputation. Gain même nous même quand même arrivé faire l'autre monde relé à demander l'argent pour nous pas publier photos qui trucage, montage. Juste parce que nous trouvons moun ça, nous besoin bagaille pour nous craser, mi paraît un petit gens trop brillé. On prend il paraît un petit gens trop propre. Faut nous saler. Gende le nous qu'on raille au monde, mandez nous qui ça moun nan fait nous pas connaît. Nous juste pas ka moun nan parce que nous avons grand pile dans nous-mêmes conseil de mauvais esprit dans nous-mêmes qui cause faut nous détruire prochain nous, faut nous craser et foyer, faut nous briser foyer, faut nous faire chantage, faut nous faire blackmail. Pour faire prise de conscience, essayer de dire, pour pays me changer, faut nous moi-même, moi changer attitude moi. Si tout haïtien réfléchit, font coup d'œil sur eux-mêmes, font auto-examen de yo, essayer ouais qui ça pour mettre changer la caillou. Eh ben c'est société à ces monde qui fait. Les moun yo commencent à changer comportement yo. Leur commencer une solidarité entre eux-mêmes, leur supposé développer un esprit nationaliste, leur commencer ouais pays, eh ben Haïti a changé. Changement nous besoin ouais Haïti et c'est faire changement la caille nous d'abord parce que nous c'est résultat Jean Haïti si nous changeons attitude nous changeons comportement, nous agissons différemment, eh bien, changement graduellement, petit, la fête dans le pays à tout. Pendant nous sommes fêté 4 juillet là, nous avons souhaité nous penser pour qui ça 1er janvier ne pas fêter comme ça. Oui, premier pays noir, ceci, on ne peut pas minimiser ça qui est fait là. C'était une grande révolution. La révolution de 1804, c'est l'une des plus grandes révolutions qui est faite au monde. Mais de 1804 à nos jours, on ne va pas entrer dans les détails, nous pays d'aide de l'indépendance, nous fait pour l'indépendance, nous avons boycotté, nous avons cherché à asphyxier l'économie, mais qu'on y a en 2022, l'Inde, c'est le premier pays noir. Première République noire indépendante. L'homme dit, eh bien, pendant tout le temps ça, de 1804 à 2022, qui ça n'a accompli? Qui niveau de développement nous? Qui per capita nous? Combien de monde qui a l'université en Haïti? Combien de monde qui connaît, qui connaît écrit?
combien de revenus per capita nous y est, qui genre infrastructure pays a y est, comment se fait-il dans le 21e siècle, nous avons un problème énergie, problème électricité toujours, de l'eau potable, fatra tout partout dans la rue. Alors nous fiers de ce que nous fait 1804. Oui, d'accord, nous fiers. Mais monde qui fait 1804, bah nous remettre nos pays là. Ben qui ça nous fait avec pays là? Monsieur ça pas en pile là donc il pas éduqué. Mais il y a un idéal. Il y a un pays indépendant. Pendant tout le temps, pendant ces siècles passés, qui ça n'a accompli, qui ça nous fait, comme exemple, premier pays noir qui prend indépendance. L'homme a gardé Haïti comme premier pays noir qui prend indépendance. Il a dit, mais pour qui ça nous avons retard ça? Pour qui ça besoin de base pour un pays fonctionner, nous pas gain route, nous pas gain électricité, nous pas gain d'eau potable, système éducatif nous il a même dit comme ça que il n'y a pas de reconnaître aucun diplôme universitaire et qui sont à Haïti parce que nous pas à jour comparativement à l'autre pays. Mais qui ça nous fait? Yo ba nous 1804, nous fait 1804. Son épopée liée, d'accord. Mais après nous fin faire, qui ça nous fait? En 2022, qui ça n'a accompli? Même moun que nous qu'on a gouma avec yo, qu'on y a c'est yo qui viennent dans le pays qui a dit nous ça pour nous faire. Pendant le pays a crasé en présence yo oui, n'attendez toujours pour dire nous qui ça pour nous faire. Et moi-même, j'ai pensé que les gens sérieux qui parlé, monsieur Sayo, si après nous discuter entre nous-mêmes, monsieur Sayo te kabay point de vue, yo pas ka chita sous même tabac avec nous pour discuter des situations vitales pour le pays. Nous supposons discuter entre nous d'abord. Vrai monde qui peut changer Haïti, c'est pas international là, c'est nous-mêmes. Vrai monde qui pour faire Haïti développer, ce n'est pas international, là, c'est nous-mêmes. Li ouais que c'est des volets nous y, li ouais nous corrompus. Donc, là, je vais là avec nous, parce qu'il pas besoin de nous pas besoin de nous progresser non plus. Et nous-mêmes, puisque sont bon petit vicieux, nous, yon bon petit sous nous y, yo ba nous cob, n'a gonflé, nous avons combien de millions. Quelque côté, nous avons tout partout, nous avons combien de maîtresses, et pays à lui-même. Et pays est masse peuple là. Il n'y a pas besoin de rien, il n'y a pas de nécessité. Pendant que nous avons des millions d'absérés à l'étranger, nous n'avons pas régler château, villa que nous avons dans le pays étranger. Saint-Domingue là, puis fond nèg yo al bâti kay mais fait business Saint-Domingue alors pays à là oui Saint-Domingue pas vle wè nous et Saint-Domingue pas jamais vle wè nous nda souhaité ban business ça yo ban bail son al bail Saint-Domingue nan on lè yo pas saisi yo mettre nous dehors nda souhaité ça pas fait parce que moi respecter travail au monde courage au monde mais si c'est l'argent nous voler n'a fait ça. Nous connaissons rappel depuis nous étions petits. Nous étions dans l'école primaire, nous étions les frères Polycarpe. Ils ont pensé morale, ils étaient mettre sur tableau chaque semaine, ils ont dit bien mal acquis n'en profite jamais. Bien mal acquis n'en profite jamais. Donc, à bon entendeur, salut. C'est tout ça nous avons pour me dire nous. Donc, il y a 2-3 documentaires, moi pas le faire nous garder. Restez branchés. D'accord. Bonjour, ici Crédit Ali et aujourd'hui je vais partager avec vous 5 faits qu'on ne vous dit jamais sur l'Afrique dans mon nouveau concept Vérité cachée, donc Vérité cachée épisode 1. C'est parti.
Alors pour commencer, le nom même de l'Afrique. Saviez-vous que le nom originel de l'Afrique est en réalité Alkebulan, qui signifie mer de l'humanité ou encore jardin d'Éden. C'est ainsi que les Maures, les Nubiens ou encore les Numidiens et même le peuple de Carthage appelaient l'Afrique. Cependant, à la chute de l'empire de Carthage en -149 avant Jésus-Christ, les Romains décidèrent de renommer Alkebulan l'Afrique. Et l'une des théories les plus crédibles est que cela provenait du nom de Leo Africanus, un explorateur européen. L'Afrique est rarement associée au monde des mathématiques ou encore au monde des sciences. Mais saviez-vous qu'en réalité, les deux premiers outils mathématiques au monde ont été retrouvés au Swaziland, c'est l'os de Lebombo, et entre l'Ouganda et le Zaïre, c'est l'os de Ishango. Ces deux outils ont été créés il y a 35 000 ans. Ce sont les premiers outils d'arithmétique au monde. Et ils ont donc été trouvés et créés en Afrique. On sait tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité, surtout depuis la découverte de Lucie en 1974 en Éthiopie. Mais saviez-vous qu'en réalité, c'est le berceau de la vie? L'Afrique est le seul continent sur la planète à réunir à lui tout seul 9 biomes, c'est-à-dire 9 écosystèmes, notamment les savanes, les mangroves, les forêts ou encore les prairies et les déserts. C'est également, bien évidemment, le continent le plus riche en matière de ressources naturelles. Pétrole, or, diamant, aluminium, gaz, graphite, sel, bois, charbon et encore tellement d'autres minerais. En parlant de minerais, parlons du cobalt. La plus grosse réserve de cobalt se trouve en République démocratique du Congo. On y trouve la moitié de la réserve mondiale de cobalt dans ce pays-là. Et savez-vous à quoi sert le cobalt ? À ceci, le cobalt est l'un des ingrédients majeurs des batteries rechargeables de nos téléphones portables. Donc sans cobalt, pas de téléphone. Merci l'Afrique et merci le Congo. On nous parle souvent de l'Afrique à partir de la colonisation, après la colonisation. Mais saviez-vous qu'avant la colonisation, l'Afrique était en réalité un continent dynamique et mouvementé, où on parlait plus de 2000 langues et surtout où on comptait une multitude d'empires. L'empire Songhai, l'empire Toucouleur, l'empire Kong, l'empire Ashanti ou encore le califat de Sokoto. Des villes riches, renommées et prospères. Et justement, en parlant de prospérité, saviez-vous que l'une, si ce n'est pas la première université au monde, a été créée au Mali? C'est l'université de Sankoré, à Tombouctou. Elle a été bâtie au XIVe siècle. Et figurez-vous que c'était une véritable capitale culturelle. Des multitudes de citadelles d'études, des centres d'apprentissage, des académies. On y enseignait des multitudes de matières, les arts, les sciences, la religion ou encore, bien évidemment, les mathématiques. Cette université, Tombouctou, le Mali, l'Afrique, a fortement contribué et participé au développement de l'humanité. Alors à tous ceux qui disent que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Je n'ai qu'une chose à vous dire. En êtes-vous bien certain? Dessalines est une personne non grata en Haïti pour la plus grande partie du XIXe siècle. Dessalines n'est réhabilité qu'à la toute fin du XIXe siècle, voire au début du XXe siècle. Et je dirais pendant l'occupation du pays par les États-Unis. La figure dessalinienne incarne alors la figure de la résistance à l'occupation. Toussaint, lui, est réhabilité beaucoup plus tôt. Parce que Toussaint, finalement, n'a pas participé à ces luttes de pouvoir. Entre Pétion, Christophe, Capois et les autres. Toussaint, comme vous le savez, est déporté en France, emprisonné au fort de Joux. Il meurt au printemps 1803, bien avant la bataille de Vertières, bien avant les luttes de pouvoir parmi les généraux haïtiens. Il est beaucoup plus facile de réhabiliter Toussaint, parce que Toussaint n'a pas participé à toutes ces luttes. Comment réhabiliter Dessalines? Alors que Dessalines, en 1806, après son assassinat, est présenté par Pétion et par Christophe comme le tyran par excellence. Dessalines était certainement un autocrate, comme Christophe, comme Pétion, comme finalement tous les grands généraux de l'armée indigène. Mais il était beaucoup plus que cela. C'est l'un des premiers penseurs noirs. Je crois que c'est l'un des premiers penseurs de la libération noire. Et pour cette raison, il faut attendre très longtemps pour que Dessalines revienne, intègre le panthéon national. Et je crois comprendre aujourd'hui qu'en Haïti, ce n'est pas encore très clair. Il y a encore une lutte, aujourd'hui, une lutte de mémoire, entre les dessaliniens et les louverturiens, entre peut-être les supporters de Pétion et les supporters de Dessalines. La bataille de Vertières, oui, représente un changement de paradigme. Changement de paradigme très important, puisque le 18 novembre 1803, quelque chose est fissuré. Et ce qui est fissuré, c'est cette équation
entre d'un côté la peau noire et la condition esclavagiste. Il est bien certain, le 26 Brumaire en 12, que cette équation est fissurée de manière radicale. Je crois qu'à Vertières, quelque chose tremble. Et ce qui tremble et ce qui se fissure, ce sont les assises, en fait, du monde moderne. Et les assises du monde moderne, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la rencontre du capitalisme, de la race et de l'esclavage. À Vertières, cette union du capitalisme, de la race et de l'esclavage s'effondre. On arrive à marginaliser Haïti en n'en parlant pas dans les livres d'histoire. On arrive à marginaliser les grands moments héroïques de l'histoire d'Haïti en expliquant dans les livres au XIXe siècle que tout cela est trop douloureux. Le général Pamphile de la Croix, au XIXe siècle, en 1819, écrit ses mémoires et explique qu'il ne faut pas parler de la guerre d'indépendance haïtienne. On arrive à marginaliser Haïti en expliquant qu'Haïti est un pays de barbares, un pays monstrueux. Un pays monstrueux ne peut pas être le pays qui a donné naissance au grand héros Dessalines. Pour parler de Dessalines, il faudrait parler d'Haïti comme un pays de victoire, comme un pays héroïque. Or, la France, pour toutes sortes de raisons, conscientes ou inconscientes, a préféré faire d'Haïti un pays à aider, un pays problématique. Alors qu'en fait, au XIXe siècle, Haïti est un pays stable, un pays puissant, un pays beaucoup plus stable que les États-Unis, frappés par une guerre civile, beaucoup plus stable que la France, frappée par diverses révolutions. Haïti n'est pas le pays que l'on pense. La dette, ce n'est pas seulement le signe d'une oppression d'Haïti par la France. La dette, c'est aussi la trahison de l'élite haïtienne. C'est Jean-Pierre Boyer qui accepte le principe de la dette. Il ne le dit pas d'ailleurs à la population, lorsqu'il accepte les conditions de la France. Il ne le dit pas tout de suite, on le sait plus tard, que Boyer a accepté de payer 150 millions de francs or. Mais ce n'est pas l'élite haïtienne qui a payé la dette, c'est la paysannerie. Ce sont les producteurs de café qui envoient leur café dans les différents ports de l'île, et ce café est taxé. Et cet argent sert à rembourser la dette. Ce n'est pas Boyer qui l'a payé la dette, ni Faustin Soulouque, ni Geffrard, ni Villebrun-Guillaume Sam. C'est la paysannerie. Senghor, c'est une ode à l'Afrique. Alors, Léopold Sédar Senghor il est né à Joal, au Sénégal, en 1906, et il était plutôt d'une famille, on va dire, à l'époque, une famille moyenne sous la colonisation, c'est-à-dire que ses parents, à l'époque, son père notamment, travaillait, il avait donc les moyens de l'envoyer à l'école, et Léopold Sédar Senghor a fait l'essentiel de ses études chez les pères blancs. Ce sont eux qui l'ont éduqué. Brillant à l'école, Léopold Sédar Senghor va obtenir une bourse pour venir poursuivre ses études en France. Et donc, il va intégrer le lycée Louis-le-Grand. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres et il rentre dans ce grand lycée où il y a très très peu de Noirs. Et donc, dans ces années 20-30, Léopold Sédar Senghor, à Louis-le-Grand, va faire la rencontre d'un jeune étudiant comme lui, brillant, Aimé Césaire, et ensemble, en 1934, ils vont transformer un petit bulletin qui était consacré aux étudiants martiniquais, qui s'appelait l'Étudiant Noir, ils vont le consacrer à ce qu'on va appeler par la suite la négritude. Le mot va être employé dans cette petite revue, l'Étudiant Noir, pour la première fois par Aimé Césaire et ensemble avec Léon Gontran Damas, un quatrième qu'on oublie très souvent, Birago Diop, ils vont lancer ce qui va devenir un mouvement qui aujourd'hui encore a du souffle, le mouvement de la négritude. La négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Les Noirs ont une certaine façon de danser, de chanter, de sculpter, de peindre, de rire, de pleurer. C'est tout cela la négritude. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il va être incorporé dans les troupes coloniales françaises, dans un régiment d'infanterie coloniale, et il sera fait prisonnier. Il vivra dans des fronts Stalag en Allemagne pendant presque 2 ans, où il aura le temps
durant cette période, d'écrire, et il va notamment, au sortir de la guerre, publier ce recueil de poèmes important, Hostie Noire, dans lequel il va notamment rendre hommage aux tirailleurs sénégalais. Et il y a en particulier ce poème que moi j'aime beaucoup, et dans lequel il a eu ces mots: vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang? Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux. Je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur, mais je déchirerai les rires bananias sur tous les murs de France. Léopold Sédar Senghor, qui se vivait d'abord comme un poète, voire un griot, va donc écrire l'hymne national sénégalais. Pour lui, ce sera d'une certaine manière une belle revanche, parce que, ayant grandi sous la colonisation au Sénégal, ensuite en France, eh bien, le Sénégal indépendant, il laissait comme ça une trace à la postérité importante en écrivant son hymne national. On ne peut pas séparer le poète de l'homme politique. D'ailleurs, il disait lui-même, en parlant de la poésie, de sa poésie, il disait que c'était de la poésie de l'action. Et je crois que on ne peut comprendre Léopold Sédar Senghor qu'en ayant les deux aspects. Alors, pour tous ceux qui veulent découvrir la poésie de Léopold Sédar Senghor, moi je conseille par exemple Chant d'ombre, qui est un recueil de poèmes absolument magnifique, dans lequel on trouve notamment ce poème en hommage à la femme noire. Il est intitulé d'ailleurs Femme noire. Il commence ainsi: femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Moi, j'adore ce poème. C'est un poème en fait que tous ceux qui découvrent Léopold Sédar Senghor ont lu en Afrique, parce que c'est l'un des poèmes les plus célèbres qu'il ait écrit, et Chant d'ombre est vraiment son recueil de poèmes le plus connu. Pour nous, jeunes Africains, nous frappait énormément et nous impressionnait, c'est que Léopold Sédar Senghor était le premier agrégé africain, agrégé de grammaire. C'est le premier Africain à rentrer à l'Académie française. C'est vraiment l'un des tout premiers auteurs africains à être connu mondialement, et jusqu'à la fin de ses jours, il a gardé cette aura du poète président qui excellait notamment dans son expression. Il parlait, comme il disait lui-même, le français des livres, parce qu'il avait appris cette langue très tard, autour de 7 ou 8 ans, dans les livres. Le vaudou, c'est la sorcellerie inspiré des codes du vaudou. Je pense qu'il faut vraiment en finir avec cet amalgame entre sorcellerie et vaudou. C'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. Le vaudou n'est pas un folklore. C'est une tradition, et c'est chaque jour que l'homme va aller vers le vaudou pour se purifier, pour se connaître, pour se perfectionner. Le vaudou, c'est une religion à part entière, avec son clergé, avec ses codes, avec sa hiérarchie, avec ses mythes, ses légendes, ses temples et aussi ses fétiches. Pourquoi est-ce que cette notion de sorcellerie est apparue? Parce qu'il y a des rituels qui sont sanglants. Le sang, c'est l'émanation même de la puissance. On sacrifie des poulets, on sacrifie des chèvres. Et bien forcément, ceci a été vu par les premiers missionnaires arrivant au Bénin, au Togo ou au Nigeria comme étant un rituel plus ou moins satanique, en tout cas quelque chose qui n'avait rien de chrétien. Malheureusement, c'est cette idée-là qui est restée. Le vaudou est né en Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin, au Togo et au Nigeria. Au fil des siècles, cette religion s'est étendue à d'autres régions du monde, et son histoire est liée à celle de l'esclavage. Le vaudou haïtien, eh bien, c'est pas simplement le vaudou du Bénin, mais toutes les religions de l'Afrique de l'Ouest qui se sont amalgamées avec le christianisme pendant le temps que durait le transport des esclaves entre l'Afrique et le Nouveau Monde. Ce syncrétisme, cette nouvelle religion, eh bien, ça a donné le vaudou en Haïti, le candomblé au Brésil, la santeria à Cuba et le quimbois dans les Antilles françaises. C'est vraiment un mélange des genres entre ces religions ancestrales de l'Afrique de l'Ouest et le christianisme inculqué de force aux esclaves dans la cale des bateaux. Le vaudou est une religion qui considère qu'il y a un Dieu créateur à l'origine de tout, qui s'est ensuite retiré, mais
l'énergie a été dispersée partout dans le monde avec quelques zones de concentration. Et tout le rôle du vaudouisant est d'essayer d'interagir avec ces amalgames d'énergie sous la forme de divinités secondaires, des divinités de la nature, et de retrouver une sorte d'équilibre. Dans le vaudou béninois, il faut bien comprendre que les morts ne sont jamais totalement morts. Ce costume, c'est surtout pas celui d'un sorcier, c'est celui d'un mort. Ceux qui endossent ce costume, ce sont des initiés de haut grade à une société secrète qu'on appelle les Egungun. Ce sont ceux qui ont appris tout simplement à interagir avec les morts, ceux qu'on appelle les revenants, et qui vont être aptes à faire ce lien entre les vivants et les morts. Le vaudou, c'est quoi? C'est la nature. Les 4 éléments de la nature. Respecter, connaître leurs principes, respecter leurs principes. Le vaudou est encore très présent au Bénin. J'ai envie de dire heureusement, parce que c'est partie intégrante de la culture de ce pays. Malheureusement, c'est un tout petit peu attaqué par certaines églises néo-protestantes, d'inspiration américaine principalement, mais également par certains courants islamiques qui s'en prennent à ce culte des idoles, à ce fétichisme, comme ils l'appellent. De régime présidentiel pour que nos hommes et femmes politiques puissent enfin devenir des personnes dignes, intègres et responsables. Nous avons besoin de régime présidentiel pour éradiquer les gangs, l'insécurité, la violation des droits humains. Nous avons besoin de régime présidentiel pour l'augmentation de la production nationale, pour la valorisation de la monnaie nationale et pour qu'enfin nous puissions avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Avec le régime présidentiel, on va enfin solutionner tous les problèmes d'Haïti. Et si après avoir fini de changer de régime, la situation d'Haïti reste inchangée, il faut à nouveau changer de régime, le changer encore et encore. Mais maintenant, c'est le régime présidentiel. Le régime adopté par les États-Unis d'Amérique, un pays qui a fait la hiérarchisation, la catégorisation même de ses électeurs. Grands, petits. Avec le régime présidentiel, Haïti, elle aussi, va devenir l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. Mais revenons enfin sur terre. Il est nécessaire que je précise pour vous des détails importants. Plusieurs pays comme Gambie, Mozambique, Libéria, Burundi, Soudan du Sud, République centrafricaine font partie des 10 pays les plus pauvres du monde, selon le classement 2019 du produit intérieur brut. Ils ont également un régime présidentiel. Dans cette même liste figurent Mozambique, Burundi. En plus d'être les pays les plus pauvres du monde, ils font partie des pays les plus corrompus du monde, selon Indice de perception de corruption, classement 2019. Et je le répète, ils ont également un régime présidentiel. Honorable président du jury, mesdames, messieurs les jurés, très chères compétitrices, mesdames, messieurs, certains de nos femmes et hommes politiques haïtiens, qui pour certains étaient députés, sénateurs, n'ont rien fait pendant leur mandat. Ils agitent le débat en Haïti pour un changement de régime. Ils optent pour un régime présidentiel, comme quoi le régime actuel est responsable de leur échec. Mais avec le régime présidentiel, ils vont devenir enfin les libérateurs, les sauveurs d'Haïti. Épargnez-nous de ces contes de fées. Mesdames, messieurs les membres du jury, je prends position contre le régime présidentiel en Haïti, car il est caractérisé par l'autoritarisme, la dualité des pouvoirs, de forte instabilité politique et de la légitimité supérieure du président par rapport aux autres pouvoirs. Dans un régime présidentiel, le président détient trop de pouvoir en regardant la constitution et la pratique des pays de l'Amérique latine, par exemple Chili, Argentine et aussi les États-Unis d'Amérique. Dans un régime présidentiel, le président peut nommer, révoquer les secrétaires et a autorité sur eux, ce qui rend le gouvernement inefficace et cause du rythme et pose problème pour le renouvellement des chefs et les membres. Mesdames, messieurs les membres du jury, dans un régime présidentiel, le président est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Sa responsabilité ne peut être mise en cause par aucun pouvoir, par aucune assemblée. Mesdames, messieurs, il dirige comme il le veut, sans se soucier de respecter les droits des citoyens. Ce qui donne lieu à un président imprévisible, autoritaire, voire dictateur. Nous avons plusieurs exemples.
malgré que le 22e amendement de la Constitution américaine a clairement mentionné qu'un président n'a droit qu'à 2 mandats, cela n'a pas empêché que le président Franklin Delano Roosevelt a eu 4 mandats. Au Gambie, il y a un régime présidentiel. Le président Yahya Jammeh a passé 22 ans au pouvoir, de 1994 à 2015. Madame Myrland Maniga, professeure de droit constitutionnel, auteure de plusieurs ouvrages dans le domaine de l'administration publique, nous a mis sous nos gardes et elle a dit « Un régime présidentiel peut donner lieu en Haïti à un président autoritaire ». Et parlant de président autoritaire, vous voyez déjà l'ensemble de violations de droits qui sont au rendez-vous. Droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la justice, droit à la liberté d'expression, droit à la liberté de réunion. Un ensemble de droits se trouvant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que le temps qui m'est imparti serait insuffisant pour les énumérer. Mesdames, Messieurs les membres du jury, nous portons en nous les séquelles des régimes autoritaires en Haïti. Les persécutions politiques, la cruauté, la méchanceté, nos frères et sœurs exilés, décapités, assassinés, jetés sur des tas d'immondices, détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures. Nous en gardons le mémoire. Et nous ne voulons pas revivre ça. Le régime présidentiel a fait du président un homme fort. Haïti n'a pas besoin de ce régime, car dans toute l'histoire d'Haïti, nous avons trouvé chez nos représentants la velléité de prolonger leur mandat et de ne pas abandonner le pouvoir. À qui veut l'entendre? Aujourd'hui, Haïti n'a pas besoin d'hommes forts. Haïti a besoin des institutions fortes pour garantir les droits fondamentaux de chaque Haïtien. Le principe de la stricte séparation des pouvoirs dans un régime présidentiel ne va pas s'adapter à la réalité d'Haïti, car il donne lieu à des blocages en cas de désaccord entre le pouvoir législatif et exécutif, car ce régime donne très peu de marge de manœuvre pour la résolution des conflits, ce qui a été constaté dans différents pays de l'Amérique latine et en Afrique. Selon Jacques Lambert, un historien français, il a dit, et je cite, « L'expérience de la transposition du régime présidentiel hors des États-Unis n'est pas encourageante, car avec le régime présidentiel, l'Amérique latine demeure la terre par excellence de coups d'État, de blocage et de dictature. Alors, Haïti n'a aucune raison d'envisager un régime présidentiel. La partie adverse vous a parlé d'équilibre entre les pouvoirs, de stricte séparation des pouvoirs, mais c'est faux. Il n'y a aucun équilibre dans le régime présidentiel. Écoutez-moi bien, dans un régime présidentiel, le président dispose de droit de veto, donc il a la prépondérance sur le pouvoir législatif. Le président peut voter la loi totalement ou encore peut le rejeter. Pour éviter les risques de veto, le pouvoir législatif est obligé de satisfaire les caprices et les ambitions du président. Le président a également l'habilité d'intervenir par décret selon au regard des régimes présidentiels qui se trouvent en Amérique latine. Alors que, malgré que le pouvoir législatif est là, le président peut prendre décret exceptionnellement. Cependant, le pouvoir législatif n'a aucune prépondérance sur le pouvoir exécutif. Mesdames, Messieurs, dans un régime présidentiel, les juges sont votés, sont acceptés, sont sélectionnés par le président en accord avec le Sénat, ce qui peut donner lieu à l'instrumentalisation du pouvoir législatif et judiciaire par le président de la République, ce qui peut donner lieu à des compromissions, à la corruption, au clientélisme politique, à l'affaiblissement du système judiciaire, aux abus de pouvoir, à la violation de droits et des chantages. Mesdames, Messieurs les membres du jury, en quoi ce régime va améliorer le statu quo en Haïti? Je peux vous assurer qu'il empirera la situation d'Haïti. Le régime présidentiel donne lieu à un État inégalitaire. Au Kenya, il y a un régime présidentiel. Dans un reportage recueilli par Marion Doué dans le journal Le Monde.fr, John Gitongo, figure de la société civile, a dit, et je cite, « Notre société est très inégalitaire. C'est ce qui rend la compétition politique est dure et si violente. Notre régime très présidentiel est un échec. Il aurait dû être abandonné depuis longtemps. Lors de la réforme constitutionnelle,
En 2010, nous avons réintroduit intelligemment la décentralisation. Mesdames, Messieurs, en Haïti, nous avons un système, un État unitaire décentralisé. Nous ne pouvons pas copier sur les États-Unis qui a un régime fédéral. Haïti a un régime semi-présidentiel, comme la Russie, Portugal, Islande, Roumanie. Ce sont des pays stables, développés, qui ont un système judiciaire fort. Les partisans du régime présidentiel se sont trompés de problème. Il n'y a aucun moyen que leur solution soit bonne. Je plaide contre le régime présidentiel en Haïti en faveur des institutions nationales fortes qui prendra en compte les besoins fondamentaux du peuple haïtien. Merci. Honorable Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, ma contradictrice confond le régime présidentiel et le présidentialisme. Nous sommes à l'ère de la démocratie. Nous sommes à l'ère où la souveraineté d'un peuple est soumise aux trois pouvoirs. Nous sommes à l'ère où la vengeance personnelle, la justice privée, l'autoritarisme, la dictature n'ont plus leur raison d'être. Quand j'entends ma contradictrice plaider contre le régime présidentiel qui veille au respect de la démocratie, qui prône la prééminence du droit, je vois une personne qui est contre le 7 février 1986, date à laquelle notre pays a enterré la dictature, date à laquelle notre démocratie fut arrachée des mains du pouvoir duvalieriste, de ses partisans zélés et des tontons macoutes. Avant 1986, l'on n'aurait pas pu s'arroger le droit à la justice, le droit à notre liberté d'expression, le droit d'avoir accès à un procès équitable. Mesdames et messieurs, 30 000 hommes et femmes ont été tués durant la période sanguinaire des Duvaliers parce que nos trois pouvoirs n'étaient pas indépendants, parce que nos trois pouvoirs étaient enfermés dans les mains d'un seul homme. Et aujourd'hui, ma contradictrice ose plaider contre un régime qui prône l'indépendance et la séparation des pouvoirs, contre un régime qui est pour le respect des droits fondamentaux, contre un régime qui est contre l'autoritarisme, contre un régime qui n'établit pas de distinction au rang, aux fonctions et au statut quand il s'agit d'appliquer la loi. Pour mieux comprendre le régime présidentiel pour lequel je plaide pour, il nous faut comme Haïtiens, il ne faut pas en rire, comme l'a fait ma contradictrice. Il nous faut comprendre les retombées du régime politique d'ailleurs. Le régime politique auquel s'assujettit Haïti est en pleine ébullition. Le pays n'est ni gouverné ni administré. Il y a toujours un conflit entre le président et les ministres. Il y a toujours un conflit entre le pouvoir exécutif et judiciaire. Le président élu ne peut pas installer son gouvernement car le Parlement refuse catégoriquement de ratifier le choix d'un Premier ministre sans aucune raison valable. Nous avons vu défiler sous nos yeux 5 premiers ministres avec notre gouvernement actuel. Parce que les pouvoirs ne sont pas indépendants, parce que les pouvoirs ne sont pas séparés. On ne peut pas passer un mois sans parler d'instabilité politique. Cette instabilité politique face à un tel régime politique appliqué en Haïti nous a causé 3 mois pays loc, où les droits à l'éducation, à la vie et à la sécurité de plus d'un, garantis aux articles 19 et 32 de la Constitution, ont été systématiquement foulés du pied. Et aujourd'hui, en tant qu'haïtienne natif natale, au nom du peuple haïtien, je ne vais pas en rire de mon régime politique. Je vous l'ai dit, honorable président et membres du jury, on a marre, on veut un changement. Et ce changement est possible par l'instauration d'un régime politique. Certes, l'article 60 de la Constitution haïtienne stipule que chaque pouvoir est indépendant. Mais cette indépendance est que constitutionnelle. Nous avons besoin d'un État souverain. Nous avons besoin d'un État qui répond aux besoins de la population. Nous avons besoin d'un État qui instaure un régime politique viable et vivable. Nous devons, honorable président et membres du jury, respecter les vœux de l'article 60 de la Constitution haïtienne. Nous devons, honorable président et membres du jury, comprendre qu'un État où la séparation des trois pouvoirs n'est pas appliquée, voire même respectée, c'est faire face à un État totalitaire de despotisme. Être contre le régime présidentiel, c'est violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose « Toute personne a droit que sa justice soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ». Il est grand temps, mesdames et messieurs les membres du jury, en tant que défenseurs des droits de l'homme,
Il est grand temps de changer de régime politique où l'état de droit, la stabilité, la paix, où le changement social, économique et culturel et le respect de nos droits les plus fondamentaux sont établis. Et le point de départ de ce changement est le régime présidentiel. Merci. Mesdames, Messieurs les membres du jury, la partie adverse vous a présenté le régime présidentiel comme le régime miracle surréaliste. Mais elle a bien dit dans son exposé qu'à l'article 60 de la Constitution, on parle de l'indépendance des pouvoirs. Donc, elle ferait mieux de plaider pour le respect des droits en Haïti, pour l'application stricte des droits en Haïti. Mesdames, Messieurs les membres du jury, la partie adverse a plaidé et a dit dans notre régime, il y a beaucoup de problèmes, comme pour placer un Premier ministre. Et elle n'a pas su comprendre que dans un régime présidentiel, malgré que le vice-président est élu, il y a la possibilité que le vice-président soit renvoyé, qu'il puisse démissionner ou qu'il puisse être destitué. Et dans ce cas, pour remplacer ce vice-président, il faut la même procédure, le même processus qu'un régime semi-présidentiel. Donc, les problèmes qu'elle a évoqués seront pareils dans le régime semi-présidentiel. Les problèmes de chantage, tout ça seront pareils dans un régime présidentiel. Et on peut prendre, aux États-Unis, il y a des présidents qui ont eu plusieurs vice-présidents. Par exemple, le président Richard Nixon. Donc, le problème de changement de régime sera aussi valable pour le régime présidentiel en Haïti, parce que le vice-président peut démissionner, peut être contraint à démissionner. La partie adverse a également évoqué qu'il faut un régime présidentiel pour la stabilité d'Haïti, la stabilité économique, la stabilité politique. Mais j'ai évoqué au début de mon argumentaire l'ensemble des pays qui ont un régime présidentiel, qui font partie des pays les plus pauvres du monde et aussi qui font partie des pays les plus corrompus du monde. Mesdames, Messieurs les membres du jury, il est important de savoir qu'aujourd'hui, avec le régime que nous avons, le régime semi-présidentiel, nous avons un président qui est contrôlé par le Parlement. Le Parlement est constitué du Sénat. Le Sénat est constitué de 30 personnes, de 3 représentants de chaque département. Et la Chambre des députés comprend 119 personnes. Donc, le président est contrôlé par 149 personnes. Nous avons ce que nous avons comme résultat. Imaginez que le régime présidentiel, le président ne peut être contrôlé par personne. Imaginez que le président ne soit contrôlé par personne dans un régime présidentiel. La partie adverse parle de stricte séparation des pouvoirs. Mais je l'ai tantôt dit, dans le régime présidentiel, il n'y a pas de stricte séparation des pouvoirs. Parce que le président a la prépondérance sur le pouvoir législatif par son droit de veto et par sa possibilité à prendre des décrets. Dans un régime présidentiel, le président choisit les juges, ce qui lui donne la possibilité d'utiliser, d'instrumentaliser les juges. Mesdames, Messieurs les membres du jury, la partie adverse a bien plaidé pour le régime présidentiel, mais le régime présidentiel ne sera pas applicable, ne sera pas adapté à la réalité d'Haïti, où nous avons des dirigeants qui claironnent à la longueur des journées qu'ils sont chefs, qu'ils sont les seuls maîtres et seigneurs. Nous avons besoin, je le redis, des institutions fortes. Nous avons besoin que les Haïtiens puissent respecter la loi. Nous avons besoin également d'un conseil électoral permanent pour assurer le renouvellement des corps, des représentants d'Haïti. Nous avons besoin des institutions qui sont capables de faire respecter les droits de chaque citoyen. Mais nous n'avons pas besoin de régime présidentiel où les droits des citoyens sont constamment bafoués. Merci. Après délibération, le jury déclare Madame Rose Luman Saint-Jean, lauréate de la 5e édition